désormais traditionnel pour ce genre de rendez-vous, de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos caméras, couper vos micros pour laisser la bande passante pour que chacun puisse entendre et voir au mieux. Je vous informe également, et ça doit être indiqué sur vos écrans, que nous enregistrons ce webinaire. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser des commentaires, des questions en utilisant la petite zone de questions que vous avez en haut sur le bandeau noir de votre outil Teams. Et avec Philippe, nous essaierons d'y répondre autant que possible. Je suis donc Alexis Maréchal, un directeur de mission au sein du cabinet Orpheor. Je suis accompagné ce matin par Philippe Midou. Bonjour mon cher Philippe. Mon cher Alexis, bonjour tout le monde. Également directeur de mission, et si vous venez du Grand Ouest, vous le connaissez puisque c'est sa zone de prédilection, Philippe étant basé à Limoges. Il s'occupe de l'ensemble du Grand Sud-Ouest. Ouais, nous sommes heureux. Tout à fait, Alexis, je te laisse la Bretagne. Merci mon cher Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. La période reste difficile, mais nous espérons des lendemains plus heureux. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver. La plupart nous connaissent. Alors Philippe, je crois qu'il va falloir partager ton écran sur le PowerPoint, simplement pour vous dire en quelques mots qui nous sommes. Alors, vous savez, chez Orpheor, pour nous, la proximité dans notre ADN. Et vous savez combien nous sommes attachés à venir jusque chez vous, vous rencontrer dans votre territoire, dans vos mairies, dans vos départements. Le contexte sanitaire étant ce qu'il est, c'est vrai que nous avons choisi ces solutions de multiplier les webinaires au-delà des rendez-vous que l'on peut avoir les uns avec les autres sur des problématiques bien précises ou pour les rapports de début d'année. C'est vrai qu'en ce début d'année, nous avons voulu faire vivre la proximité par ces webinaires. Donc nous sommes en pleine préparation du ROB, des budgets. Certains les ont peut-être déjà votés, mais pour la plupart, pour les martiens, qui voteront leur budget en mars, voire en avril, eh bien, c'est encore l'époque du ROB, vous êtes peut-être en train de les finaliser. Voilà ce qui nous réunit ce matin. Alors avec Philippe, on va essayer de... Voilà, je passe sur les éléments sur Orpheor, vous nous connaissez sur la partie plateforme, la partie conseil. Vous pourrez y revenir si vous avez des questions, mais je vous propose d'avancer avec le sujet de ce matin. Et on est reparti tout simplement de vos besoins pour construire ce ROB, et ils sont de l'ordre de 3. Eh bien, le premier, c'est de connaître la situation économique et l'état des marchés financiers. C'est vrai que généralement, c'est la première partie du ROB qui vient décrire le contexte général du budget 2021, au-delà de la gestion de la dette, le contexte économique, le contexte du projet de loi de finances, etc. Puis, eh bien, nous serons plus concrets, plus opérationnels en vous donnant quelques orientations budgétaires pour les chapitres 66 et 16 qui concernent vraiment la préparation de budget pour la gestion de la dette. Et enfin, nous regarderons les obligations réglementaires et en ça, nous vous donnerons les clés, les techniques pour présenter au mieux votre encours de dette. Voilà, certains nous rejoignent encore. Bienvenue à vous tous, bienvenue au dernier. Alors sur cette première partie, sur la situation économique et l'état des marchés financiers, je vais être là aussi assez rapide. C'est des éléments que l'on avait partagés déjà ensemble pour ceux qui avaient suivi le webinaire dédié à la préparation budgétaire. Et bien, le contexte n'a pas tellement changé sur la zone euro, au-delà du contexte sanitaire. Vous savez que ce qui caractérise aujourd'hui notre zone euro, c'est ce qu'on peut appeler des forces fondamentales structurelles qui freinent la reprise économique, en tout cas le dynamisme économique de notre zone euro. Et je veux parler notamment d'une démographie vieillissante, d'une industrialisation en crise dans la zone euro, d'une épargne certes importante, mais de plus en plus une épargne de précaution, ce qui fait qu'on a une zone aujourd'hui qui manque de dynamisme, et à ça s'ajoutent les conséquences conjoncturelles et qui durent de la Covid-19. Donc, résultat de ces éléments, eh bien, la politique, la Banque Centrale Européenne, depuis maintenant plusieurs mois et presque depuis plusieurs années, puisqu'on est aussi dans le prolongement de la crise des subprimes, de la crise de la zone euro, eh bien, la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne est très accommodante aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça se traduit par deux effets. Des taux directeurs très bas
mais également une liquidité abondante. Alors, je réponds en direct à la question. Oui, nous vous enverrons dans la suite de ce webinaire le document que nous vous projetons. Donc, des taux directeurs qui sont extrêmement bas, qui permettent d'avoir des taux négatifs, on le verra, et de la liquidité abondante, c'est-à-dire que la planche à billets tourne à plein régime et que la BCE met de l'huile constamment dans le moteur, par de la liquidité, pour essayer de relancer la machine économique. Un élément important à souligner, mi-2021 aura lieu ce que la BCE appelle sa revue stratégique, et une sorte d'audit de son action, une sorte de recalibrage de ses objectifs, de ses mesures, et donc peut-être que nous pourrons avoir des innovations, des petites modifications de changement de méthode de la Banque centrale européenne. Mais si la méthode change, en tout cas, nous sommes convaincus que les fondamentaux aujourd'hui de la BCE, c'est-à-dire cette liquidité abondante et ces taux très bas, ne bougeront pas pour l'exercice 2021. Donc très concrètement, en termes de taux d'intérêt, eh bien, vous voyez que nous avons des courbes qui continuent à faire le grand toboggan, même si on arrive plutôt sur le bas de la pente, et que le potentiel de baisse n'est peut-être plus très important. Mais vous voyez à gauche, ce sont donc les taux courts, les Euribor, qui diminuent, qui sont tous autour de moins 0,50 actuellement. Et à droite, les taux longs, avec le taux italien en bleu, le taux français en orange, qui là aussi reste très bas, et ce qui permet d'avoir des propositions bancaires avec des taux extrêmement intéressants, comme vous pouvez d'ailleurs le constater dans le prolongement de 2020, comme vous pouvez le constater dans l'observatoire que nous sommes en train de finaliser et que nous publierons dans les tout prochains jours. Je vous le disais tout à l'heure, Orpheor, c'est une plateforme, c'est du conseil pour la gestion de la dette, mais c'est aussi une application Perform que vous utilisez. Et Philippe va nous montrer comment on peut enrichir sa vision des marchés. Je vais un petit peu vite, parce que vous pouvez retrouver, merci Philippe, vous pouvez retrouver aussi, au-delà de Perform, en amont, toutes nos publications par l'e-marché que vous recevez tous les lundis, qui précise et qui donne des éléments d'actualité sur les marchés. Et puis également, je l'évoquais tout à l'heure, ce Zoom Actu spécial préparation budgétaire que vous a adressé en fin d'année, donc sur lesquels vous retrouvez l'ensemble du contexte économique. Philippe, est-ce que sur Perform, tu peux nous donner quelques informations complémentaires sur la connaissance des marchés? Alors, tout à fait. Merci Alexis. Donc, dans Perform, en fait, comme vous le savez, on a le réceptacle de toutes ces informations de marché sous différents formats, et je vais en présenter 3 très rapidement. On a le menu salle de marché, où vous allez avoir évidemment toutes les valeurs de taux, que ce soit ce qu'on appelle en taux spot, c'est-à-dire en valeur immédiate quotidienne. Dans le menu librairie, on va retrouver les Zoom Actu que Alexis vient d'évoquer. Et puis, dans le menu observatoire, on va avoir l'observatoire des financements, dont la version 2020 va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, et éventuellement donc le journal des offres qui rappelle les offres publiées ou reçues par nos clients lors de leur consultation bancaire, qu'il s'agisse de consultations court ou long terme, sur les semaines précédentes. Donc, documents sur lesquels on fait ressortir les offres les plus significatives et les plus parlantes. Donc là, vous voyez, j'ai sorti à partir de ces 3 menus des vignettes qui me semblaient intéressantes, mais je vous invite surtout en fait à aller au plus facile finalement, puisqu'on a préparé pour vous un tableau de bord. On reviendra sur cette fonctionnalité tout à l'heure de tableau de bord. Un tableau de bord qui s'appelle Observatoire du marché, qui a été préparé en amont et qui est mis à disposition de tout le monde. C'est un tableau de bord partagé et qui reprend l'intégralité de ce qu'on vient d'évoquer. On va retrouver sur la partie gauche les valeurs de référence, donc comme l'Ester désormais, qui remplace l'Eonia, les Euribor et puis tous les index qui composent aujourd'hui vos taux sur les emprunts, les taux directeurs de différentes zones, les taux internationaux pour ceux qui sont concernés, donc ça permet d'élargir l'horizon aussi au-delà de la simple zone euro, l'ensemble des publications qu'on a évoquées précédemment, donc le journal des offres, l'observatoire des financements, l'e-marché de la semaine et puis les Zoom Actu. Alexis évoquait tout à l'heure le Zoom qui était concentré sur la préparation budgétaire qui a été publiée en fin d'année dernière. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, pour les férus de marchés financiers, eh bien, nous venons de publier cette semaine un Zoom Actu sur la transition IBOR,
donc qui revient sur le renouvellement des indexations européennes, mais aussi internationales, suite aux différentes affaires de manipulation de taux d'intérêt notamment. Et puis enfin, sur la partie droite, vous allez avoir donc l'évolution des taux d'intérêt court terme, long terme, avec les références usuelles des marchés que vous connaissez désormais. Voilà ce qu'on peut faire sur Perform, et on y reviendra tout à l'heure dans une présentation un petit peu plus globale. Je vous rends la parole, Alexis. Merci Philippe. Alors on est au clair sur la situation économique et sur la situation des marchés financiers pour 2021. Maintenant on va revenir dans le plus concret de notre préparation budgétaire, dans ces orientations budgétaires, puisqu'il nous faut donner quelques indications, quelques informations pour pouvoir prévoir les autorisations de crédit, les ouvertures de crédit nécessaires pour notre budget. Alors quelques éléments en amont pour cadrer cette prévision budgétaire. Bien évidemment, prévoir les crédits, préparer son budget, c'est bien sûr un acte comptable où vous allez donner les autorisations nécessaires à l'exécution budgétaire en respectant le principe de prudence. Vous savez que chez Orfeo, on essaie d'avoir une vision plus large que l'aspect comptable. Et l'élu que je suis ne peut pas oublier non plus la dimension politique où votre prévision budgétaire, de manière large, traduit aussi une ambition pour l'exercice et pour le mandat. Et cette prévision budgétaire aussi doit venir afficher une dette qui est maîtrisée. Toujours un peu désordre d'en avoir une décision modificative sur le chapitre 66 qui pourrait laisser penser que la dette vous échappe un petit peu. Et on sait que le chapitre 66, les intérêts sont parfois aussi une petite technique pour se faire une petite réserve pour l'exercice budgétaire, si jamais sur certains chapitres, il y avait quelques glissements, pour ne pas dire dérapage. Alors la préparation budgétaire, au-delà de ces aspects un petit peu de cadrage, c'est aussi une méthode que je vais passer rapidement. C'est des éléments également que nous avions détaillés lors du webinaire sur la préparation budgétaire. Bien évidemment, nous sommes aussi à votre disposition pour affiner et faire avec vous l'ensemble de cette démarche de préparation budgétaire. Rapidement, donc on identifie le contrat, les taux fixes, il n'y a pas de sujet sur la préparation budgétaire, on les connaît, donc la question se pose sur les taux indexés, on repère bien les différents indices, est-ce que j'ai un floor, on regarde les fixings, c'est-à-dire à quel moment je vais connaître le taux sur le marché. Je n'oublie pas mes produits structurés, les barrières éventuelles qui pourraient se déclencher. On sait qu'il y a quelques points de vigilance à avoir, notamment sur les produits encore en devise. Et à partir de cette analyse de mes différents contrats, je vais pouvoir apprécier l'élasticité de mes frais financiers et estimer un point haut, un point bas, qui pourrait être d'ailleurs communiqué dans le cadre du ROB. Et puis, mon budget devra permettre d'arrêter un chiffre au sein de cette fourchette, compte tenu des contraintes budgétaires que je pourrais avoir, mais également mes objectifs d'affichage politique. Alors, une fois que j'ai cette méthode, quel taux je retiens, et ce travail se fait en parallèle. Alors, on peut référencer 3 méthodes. La première, qui est souvent utilisée, peut-être par excès de simplisme, ce sont les taux forward. Vous savez, ces fameux taux qui sont simplement le résultat d'un calcul mathématique fait sur la courbe des taux. Alors, ces taux forward qui ont une très grande valeur quand on veut valoriser sa dette, quand on veut donner un prix financier, un prix de marché à la dette, mais qui ne sont certainement pas adaptés pour de la préparation budgétaire. La meilleure preuve en est en ce moment que vous n'avez que des valeurs négatives pour 2021, ce qui ne serait pas correct, ce qui ne serait pas cohérent par rapport à une préparation budgétaire. Donc on ne retiendra pas ces taux forward pour une préparation budgétaire. On pourrait également prendre des taux que l'on pourrait qualifier d'économiques, c'est-à-dire de manière un petit peu étroite, je regarde la situation des marchés. Bon, et que mon consultant, mon ingénieur en finance de marché m'a dit que la BCE va continuer à alimenter largement le marché en liquidité, les taux vont rester bas, je prends un taux très bas, mais peut-être que la prévision serait trop optimiste, que mon estimation serait trop minorée et ne respecterait pas finalement suffisamment le principe de prudence. Alors, on préférera des taux qu'on appellera budgétaires, qui vont prendre en compte le contexte économique, bien sûr, et qui vont être corrigés et majorés pour respecter le principe de prudence, pour anticiper une éventuelle hausse des taux peu probable, pas inattendue, mais que l'on ne peut pas complètement exclure, et ainsi avoir des taux qui permettront d'arriver à un volume de frais financiers correspondant à vos objectifs et à vos attentes.
Alors voilà les taux budgétaires que l'on peut vous proposer sur l'exercice 2021. Vous retrouverez le détail de tous ces taux pour toutes les stratégies dans le Zoom Actu que l'on vous renverra à l'issue de ce webinaire, avec un taux minimum, un taux maximum, selon l'appréhension que vous avez du contexte économique, selon les objectifs que vous avez, donc de se situer soit dans le bas ou dans le haut de la fourchette. Quelques balises aussi pour les taux fixes, alors beaucoup plus larges. Pourquoi? Parce qu'on a aussi sur les taux longs souvent une volatilité qui est plus forte. Et puis, bien évidemment, le taux sera différent selon le fait si vous prévoyez d'emprunter plutôt en début d'année ou plutôt en fin d'année. Ou si vous êtes en fin d'année, eh bien, nous vous invitons plutôt à avoir plus de prudence, puisque mathématiquement, hein, la probabilité que les taux évoluent d'ici la fin d'année est plus forte que dans les tout prochains jours. Donc voilà un petit peu sur l'aspect méthodologique, comment vous pouvez prévoir vos frais financiers et les éléments à fournir dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Mais Philippe, là aussi, va nous donner quelques clés supplémentaires, quelques clés très concrètes pour traduire tous ces éléments sur Perform. Merci Alexis. Je vais donc rebasculer sur Perform. Pour avoir cette prévision en fait, budgétaire sur les frais financiers, bien, je vais ouvrir tout simplement ma liste des emprunts et puis voir concrètement comment ça se passe sur un emprunt particulier. Alors, a priori, comme tu l'évoquais, pour les taux fixes, pas de surprise. Donc, on va s'intéresser surtout aux emprunts à taux variable. Et sur ces emprunts à taux variable, en fait, quand on ouvre la fiche d'emprunt sur Perform, on découvre le tableau d'amortissement sur les échéances en cours. Et on remarque qu'on a, et ça me permet de revenir dessus parce que peut-être certains ne l'ont pas vu passer, sur la dernière colonne de ce tableau d'amortissement, où figure en fait un statut sur ce taux d'intérêt. Alors là, on voit qu'on a un statut R et un statut B, référencés donc par un code couleur, et c'est sur ces éléments que je vais finalement intervenir pour préparer mon budget 2021. Mon statut R, pas de souci, c'est un taux connu, c'est en fait le taux qui a fait l'objet d'un fixing sur le passé, donc on n'en parle plus. Alors pour autant, on voit que sur les échéances de 2020 et antérieures, j'ai à la fois un taux réel et une validation de mon échéance. Sur l'échéance du 30 mars 2021, j'ai un taux réel parce que c'est un taux préfixé, on est sur un Euribor 3 mois. Donc il a été connu déjà depuis fin décembre, mais pour autant, je n'ai pas encore reçu l'avis d'échéance et je n'ai pas encore validé cette échéance-là. Donc ça, c'est du passé, ou presque, en tout cas, ce sont des taux connus. J'en arrive à tout l'exercice 2021, du moins pour les 3 échéances qui restent sur cet exercice, où j'ai finalement collé un statut B. Alors ce statut B, en fait, je le fais par révision de taux en me positionnant sur l'échéance et en cliquant sur l'hypothèse de révision de taux. Et là, je vais finalement appliquer ce qu'on vient de voir, en fait, dans les hypothèses évoquées sur le PowerPoint et sur le Zoom Actu qui a été publié donc, en fin d'année, avec une valeur qui m'est personnelle. Alors, on voit que je suis sur un emprunt qui est indexé sur Euribor 3 mois plus 0,83% de marge. Eh bien, si je respecte ma prévision tranche basse, admettons que je sois sur la tranche basse, je vais considérer un Euribor à 0. Un Euribor à 0 plus 83 points de marge, eh bien, je vais avoir à donner cette valeur pour mon échéance de juin 2021 et que je vais demander d'appliquer sur toutes les échéances postérieures à cette date-là. Donc, j'annule parce que j'ai déjà fait cette opération, mais on voit bien que sur les échéances 2021, j'ai bien mon 0,83 qui est appliqué. Et puis, pour venir contredire cette prévision qui n'est que budgétaire pour l'exercice en cours, je vais aller sur une échéance postérieure, en 2022, pour rétablir cette fois-ci une prévision qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'est pas une référence pour une prévision budgétaire, mais qui est le repère commun, le repère standardisé pour les marchés futurs. Eh bien, je vais demander à appliquer sur toutes les échéances futures les fameux taux forward. Cette prévision, elle a été appliquée aussi donc, sur cet emprunt. Je regarde peut-être graphiquement pour voir, pour mesurer mieux les choses, et je vois que finalement, sur mon emprunt global, je vais avoir à la fois sur le passé la succession de mes taux antérieurs, sur 2021, mon espèce de prévision qui est un petit peu haussière par rapport à l'évolution précédente,
et qui est aussi très haussière par rapport à l'évolution programmée des taux forward sur le futur, mais je vois bien la cassure que ça représente, et c'est ce qu'évoquait Alexis, c'est-à-dire une évolution prudente, une prévision prudente sur mon budget 2021 que je reproduis sur cet emprunt. Donc je vais avoir en fait ici à la fois sur mon emprunt, donc des taux passés bien sûr, des taux pour l'exercice qui vont se mettre à jour au fur et à mesure que les échéances vont arriver et que les fixings vont tomber, puisque je vous rappelle que dans Perform, tous les jours, on met en regard les taux de marché qui sont publiés et vos valeurs de fixing, les marges, les conditions de fixation, les floors éventuels, etc., pour mettre à jour automatiquement tous vos emprunts. Donc cette opération, elle se fait automatiquement, vous n'avez pas à agir dessus. Nous n'aurons que la vérification de l'avis d'échéance lorsqu'il arrivera pour s'assurer que le montant est bien bon. Et progressivement, donc, plus on va avancer dans l'année, plus cette prévision budgétaire va être remplacée par les valeurs réelles de fixing en cours d'année. Mais quand on est dans cette préparation, eh bien, on bénéficie sur l'ensemble de votre dette d'une préparation budgétaire qui est ma vision budgétaire, votre prévision budgétaire propre, et non pas celle des marchés ou celle de quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut en dire. Alexis, je te rends la parole pour la suite. Je rajouterais juste, Philippe, que tu as aussi laissé une hypothèse budgétaire sur mars 2022 pour que nos ICNE 2021 soient également calculés sur une prévision budgétaire et que là aussi les ICNE intègrent ce principe de prudence et cette hypothèse budgétaire. C'était l'œil de l'expert. Merci, Alexis. Donc le chapitre 66, on y a fait le tour, hein, le 6611 et le 6612 pour nos ICNE. Le chapitre 16, maintenant, alors qui est parfois plus simple en prévision budgétaire, qui sort forcément, qui est par contre souvent un sujet important du rapport d'orientation budgétaire, le niveau de la dette étant scruté, étant au cœur souvent du débat politique. Alors sur un strict plan technique, hein, on est parfois tendance à dire que le montant de l'emprunt du budget, c'est assez simple, hein. J'ai d'un côté mes dépenses d'investissement, et puis ces dépenses d'investissement sont financées en partie par l'autofinancement que je dégage de ma section de fonctionnement, par les subventions que je pourrais aller chercher, et puis le solde, hein, dans mon budget. La dernière valeur que je vais inscrire dans mon budget, c'est l'emprunt, ce fameux emprunt d'équilibre qui viendra équilibrer ma section d'investissement en dépenses et en recettes. Mais on peut aller un petit peu au-delà, et plutôt que de parler de cet emprunt d'équilibre, parler d'un emprunt stratégique. Et au-delà donc de cette simple inscription, peut-être souligner 4 dimensions de cet emprunt, en tout cas 4 approches que l'on a chez Orfeor sur cet emprunt. Alors, je parle d'un emprunt, mais nous devrions plutôt parler de plusieurs emprunts, puisque, vous savez, chez Orfeor, on aime bien décomposer votre besoin de financement en plusieurs emprunts pour finalement optimiser le coût de votre financement en différenciant la durée de ces emprunts. Hein, derrière cet unique emprunt, vous financez différents investissements, différents projets, de découper ce besoin de financement en plusieurs emprunts pour couvrir ce qui est du financement court terme, par exemple du portage pour des subventions attendues ou du FCTVA attendu, du moyen terme que l'on peut trouver par exemple sur là aussi des portages fonciers, et puis vraiment ce qui sera de l'ordre du long terme ou du très long terme. Vous savez qu'une autre obsession chez Orfeor, c'est la liquidité, qui est pour nous le premier risque que vous devez couvrir, avant même le risque de taux, c'est-à-dire d'avoir trouvé le financement qui permettra d'assumer le projet mené par vos élus, et de pouvoir couvrir ce risque de liquidité en amont du projet, avant même que les travaux commencent, qui est très sécurisant pour l'opération, de réfléchir sur cet emprunt budgétaire pour qu'il puisse couvrir non pas le besoin de financement d'un exercice, mais peut-être le besoin de financement de l'ensemble d'une grosse opération. Alors, il ne s'agit pas de couvrir de manière excessive les besoins pour les investissements qu'on pourrait qualifier de courants, mais si dans votre budget, vous avez une grosse opération, par exemple la construction d'un groupe scolaire qui serait étalé sur plusieurs exercices, de faire en sorte, dès le budget 2021, de couvrir le financement de l'ensemble des travaux. Troisième élément, qui aujourd'hui nous paraît extrêmement importante dans le contexte économique que nous connaissons,
où on sait bien que nos sections de fonctionnement sont aujourd'hui fragilisées par la crise, hein, tant sur le volet recettes que dépenses, eh bien, c'est de réfléchir dès maintenant, hein, ou si sur les... En général, quand vous votez votre budget en mars, c'est que vous reprenez les résultats de l'exercice passé. En tout cas, de bien réfléchir à votre affectation du résultat pour préserver, pour soutenir les fonds de roulement, et peut-être d'avoir une affectation un peu différenciée par rapport aux années passées qui viendrait soutenir la section de fonctionnement, hein, de manière un peu exceptionnelle, et donc d'accentuer le recours à l'emprunt, même si on n'est peut-être pas dans la meilleure orthodoxie financière, hein, où l'épargne doit servir d'abord à financer l'investissement, mais peut-être de sanctuariser une partie du résultat plutôt en section de fonctionnement, un petit peu comme une recette exceptionnelle, pour soulager cette section de fonctionnement, pour passer les quelques mois, quelques années difficiles qui sont attendus sur les finances. Et puis bien évidemment, et vous savez que aussi nous en sommes très attentifs, hein, j'ai parfois tendance à dire que inscrire son emprunt, c'est bien, le souscrire, c'est mieux. Et vous savez que les banques sont de plus en plus regardantes sur la situation financière de la collectivité. Une seule chose va intéresser le comité de crédit pour accorder le contrat, c'est votre solvabilité. Et bien d'être capable toujours de prouver votre solvabilité, prouver votre capacité à rembourser en temps et en heure. C'est ça qui est important, hein, l'emprunt que vous avez. Donc, eh bien, de décaler cette vision annuelle nécessaire dans la construction d'un budget sur une vision là aussi pluriannuelle pour que votre emprunt s'intègre dans cette prospective financière et que vos ratios d'épargne brute, d'épargne nette, démontrent votre capacité à équilibrer vos budgets et à côté de ça, bien évidemment, votre solvabilité. Voilà. Là aussi, Perform peut nous aider en vous donnant des résultats, des graphiques, des données qui viendront alimenter vos rapports et qui pourraient aussi alimenter la communication que vous avez avec les banquiers. Philippe. Merci Alexis. Alors, tu évoquais donc les emprunts envisagés non seulement sur l'exercice, mais aussi au-delà dans le cadre d'un PPI notamment. Alors, sur Perform, on va avoir la possibilité de gérer ces emprunts futurs par le biais de simulation. Donc, je vais fermer ce que nous avions ouvert tout à l'heure et puis passer sur un tableau de bord que j'ai préparé en avance aussi concernant ce sujet donc d'emprunt futur pour le PPI. Alors là, j'ai mis en fait en avant différents éléments qui vont nous permettre de justement envisager l'avenir. J'ai créé notamment des emprunts simulés sur les exercices 2021 jusqu'à 2026. Et ces emprunts-là, eh bien, je vais les retrouver évidemment à la fois dans mon échéancier de l'exercice 2021, c'est l'emprunt que j'ai prévu de façon trimestrielle sur l'exercice, donc avec un versement par exemple en début d'année et un impact dès l'exercice 2021 avec 3 échéances pour bien impacter donc sur mon budget à venir et le ROB, ce qui est le sujet du jour, pour bien avoir les prévisions budgétaires afférentes aux intérêts et au capital. Mais bien sûr, j'ai aussi prévu l'avenir puisqu'on est en début de mandat et que bien sûr les projets sont désormais connus et commencent à être mis en œuvre. Et j'ai donc une visibilité sur les besoins d'emprunt que j'ai formalisés donc par des emprunts simulés. Ces emprunts, donc, on va les retrouver de façon assez classique, hein, comme tous les emprunts qu'on a, sauf qu'ils sont en statut simulé et vous aurez possibilité de les ajouter sur d'autres vignettes qu'on évoquera tout à l'heure. Sur la préparation de votre exercice 2021, donc j'ai mon emprunt de l'année, j'ai mes emprunts futurs. Je me suis permis aussi d'ajouter un élément qui est parfois demandé, à savoir les actions qu'on va mener sur l'exercice. Alors, nous avons sur Perform une vignette qui s'appelle calendrier des renégociations, où j'ai repris en fait l'ensemble de mes emprunts et je vais pouvoir peut-être remarquer que j'ai un emprunt qui est signalé comme étant renégociable, que je vais pouvoir consulter et détailler sur l'opération à venir. Là, sans rentrer véritablement dans la mécanique des choses, je m'aperçois que pour une échéance au 30 mars 2021, eh bien, j'aurai possibilité, sur cet emprunt avec une pénalité forfaitaire, d'optimiser ce financement en cours d'année avec un taux d'équilibre relativement haut, donc que je vais pouvoir
Alexis, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais toi qui surveilles de près les conditions d'emprunt en ce moment, 2,28% taux d'équilibre sur ce prêt, si je regarde sa durée résiduelle, nous sommes en 2026 maturité, donc on est sur du 5 ans. Du 5 ans à 2,28, ça te paraît jouable? Il y a de quoi faire, je pense. Il y a de quoi faire. On est d'accord. Donc c'est pour ça que effectivement cet emprunt ressort comme vert, renégociable, et donc je vais pouvoir aussi inscrire sur mon budget 2021 peut-être des crédits nécessaires sur ces renégociations. Voilà. Compte 166. Au compte 166, tout à fait, c'est important puisque, on le verra tout à l'heure dans les ratios notamment, souvent on a des perturbations sur les ratios Minefi qu'on affiche aussi, sur la prise en compte des renégociations de dette qui sont impactées au compte 1641 au lieu du 166 et du coup ça gonfle inutilement les ratios et ça fait un petit peu désordre lorsqu'on présente ces ratios sur un ROB ou sur la présentation du budget. Et des banques, pardon Philippe, je te coupe, et des banques aussi pourront exiger qu'en amont de toute renégociation, les crédits soient ouverts au budget pour entamer l'opération de renégociation, notamment s'il y a un refinancement auprès d'une autre banque. Donc c'est important, si vous ne voulez pas rater la date d'échéance, que vous ayez les crédits ouverts si vous projetez de faire une opération en cours d'année. Tout à fait. Certaines banques le demandent effectivement. Et puis, pour être complet sur le sujet, on n'a pas évoqué les pénalités, mais là aussi, les pénalités qui peuvent être refinancées, capitalisées parfois sur ces opérations de renégociation, eh bien, c'est considéré comme un emprunt supplémentaire, un crédit supplémentaire au 1641 qui est nécessaire, puisqu'on va augmenter l'encours de dette via cette opération. Je te rends la main, Alexis. Merci Philippe. Alors, on a bien cerné les chapitres 16 et 66. Donc, troisième partie dans notre robe, donc ces fameuses caractéristiques de l'encours qu'il faut préciser. Alors, on va regarder d'abord ce que prévoient les textes. Hein, c'est toujours bien de s'y référencer. Alors, vous allez voir, en plus, ce n'est pas trop long. Donc, on a le 23.12.1 dans le CGCT. On retrouve bien évidemment l'équivalent pour les départements et les régions dans les pages suivantes. Et vous voyez que simplement, le CGCT nous dit que le ROB doit contenir un rapport sur la structure et la gestion de la dette. Voilà, donc c'est assez large comme demande. Alors, on va préciser un petit peu les choses. Donc, voilà ce qu'on peut vous proposer, hein, de rappeler au sein donc, de votre ROB, et bien d'abord les opérations réalisées en 2020. Donc, bien évidemment, les nouveaux financements, détaillant un peu le contexte et les clauses de vos nouveaux contrats, les éventuelles opérations de gestion active qui auront été menées, et puis les principales évolutions historiques, hein, les variations des annuités, les transferts d'emprunts, voilà, pour que les grands ordres de grandeur soient rappelés dans le cadre du ROB. Sur les caractéristiques de l'encours, bien évidemment, des informations sur la structure de la dette, des éléments cartographiques, les répartitions par prêteur, par type de taux, selon la charte Gisler, et puis quelques indicateurs phares de performance financière, les taux actuariels, les taux moyens, les indicateurs de durée, la vie moyenne, la durée résiduelle moyenne. Vous voyez toute la boîte à outils de la gestion de la dette qui permettent de qualifier et d'apprécier au mieux l'encours de dette. Et puis, j'évoquais tout à l'heure cette vision prospective nécessaire. Et le ROB demande aussi, plus largement, hein, pas uniquement sur la dette, de se projeter sur les années futures. Donc, une projection dite au fil de l'eau, et puis une projection qui pourra intégrer votre PPI et les emprunts prévisionnels issus des programmes d'équipement attendus. Et puis, pour aller jusqu'au bout de la démarche, comment ces futurs emprunts viennent impacter, viennent modifier les différents indicateurs que l'on a pu voir précédemment. Et puis, vous le savez bien, vos élus n'attendent qu'une seule chose, quelques ratios, quelques benchmarks pour savoir comment ils se situent par rapport aux voisins, comment ils se situent par rapport à la strate. Nous savons, nous, techniciens, je reprends ma casquette de consultant, combien il faut être prudent sur tous ces ratios qui, quelque part, ont de moins en moins de signification, notamment avec les mouvements qu'on a pu avoir entre les intercos, entre les compétences transférées ou pas. Pour autant, ça fait aussi partie des ratios réglementaires que l'on trouve dans les premières pages du BP ou du CA. Ils sont importants, ils permettent quand même, dans un souci démocratique, de pouvoir positionner sa collectivité par rapport aux autres, notamment la dette par habitant, le taux d'endettement. Je citerai aussi la capacité de désendettement, qui est un ratio qui dépasse le strict cas de la gestion de la dette, mais qui mesure bien la solvabilité d'une collectivité.
et puis le comparer par rapport aux ratios de référence qui sont donnés par le ministère de l'économie et des finances, que je crois, Philippe, on pourra trouver sur Perform. Exactement. Merci Alexis pour ces rappels sur le cadre du ROB. On va passer aux travaux pratiques et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Comment ça peut prendre forme sur Perform avec l'aide donc d'outils qu'on va manier ensemble jusqu'à la fin de cette présentation. Donc j'étais sur cette préparation budgétaire, je vais y rester quelques instants pour expliciter les deux grandes forces finalement de Perform qu'on va exploiter pour mener à bien cette présentation du rapport d'orientation budgétaire. Alors, les deux forces, c'est très clairement le périmètre qu'on va manier de façon aisée et puis la fonction de tableau de bord. Alors, le périmètre, hein, vous avez certainement tous eu l'occasion de l'utiliser. Je vais revenir dessus pour représenter rapidement les éléments. On le trouve sur chacune des vignettes dans le menu, sur le menu périmètre. Et donc, lorsque j'ouvre ce périmètre, eh bien, on a un ensemble de filtres, de critères qui sont utilisables pour arriver à former ce fameux périmètre d'analyse qu'on va avoir sur chacune des vignettes sélectionnées. J'en profite pour préciser que dernièrement, ce périmètre a subi quelques évolutions. On a rajouté des critères, notamment sur 5 dates, pour continuer de filtrer un petit peu plus sur vos emprunts. Donc, c'est ce qu'on a appelé les critères avancés, qui ne sont pas affichés d'office, hein, il faut cliquer dessus pour les faire afficher. Je passe sur les affectations aussi qu'on a modifiées récemment, puisqu'on a permis donc, de personnaliser ces affectations. Hein. La personnalisation, c'est aussi notre ADN sur Perform. Donc, vous savez, on a 4 axes de ventilation. J'en ai utilisé 3 seulement sur cette base de données de démonstration. Il y en a un 4e qui est utilisable. Et ces axes, donc, on les utilise en fonction de vos besoins. Donc, ils sont complètement personnalisables. Ici, j'ai préféré donc, un axe 2 sur le type de dette, un axe 3 sur le type de financement, mais chez vous, ça peut être tout à fait autre chose. Voilà, donc on a évidemment possibilité sur chacun de ces critères, et ça va faire l'objet donc de certaines vignettes qu'on va voir ensemble, de filtrer au choix sur certains critères. Donc, vous voyez qu'à côté, la page de droite s'actualise en fonction des critères que je sélectionne petit à petit. Donc là, j'ai pris 2 banques, pour l'exemple, j'ai pris un type de taux, et on voit donc qu'au final, je n'ai que 3 emprunts qui ont été sélectionnés. Donc ce périmètre, il va nous servir tout au long de cette présentation pour aller chercher uniquement la dette qui va concerner l'analyse que je veux sortir. Donc ça, c'est le premier point, le périmètre, donc on va retrouver sur l'ensemble des vignettes. Et puis le deuxième point, eh bien, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, ce sont les tableaux de bord. Les tableaux de bord, ici, j'en ai un à l'affichage. Il s'appelle préparation budgétaire, on retrouve le titre ici au milieu. Je peux aussi utiliser le menu effacer tout pour partir d'une feuille vierge, hein, me retrouver comme un écrivain face à la page blanche, et je vais m'acharner à remplir cette page blanche avec des éléments que je vais présenter. Mais juste pour revenir sur ces tableaux de bord, eh bien, on retrouve la liste complète des tableaux de bord qui ont été créés sur votre accès, qu'on peut faire défiler donc, avec la pagination en bas. Et vous voyez sans doute qu'on a plusieurs propriétaires, entre guillemets, de ces tableaux de bord. Il y a l'utilisateur démonstration, celui avec lequel je suis connecté aujourd'hui. Et puis, il y a moi-même qui ai créé aussi des tableaux de bord pour le besoin de cette présentation, ou des tableaux de bord que vous retrouvez tout à chacun chez vous, puisque ce sont des tableaux de bord partagés qu'on a mis à disposition de tous nos clients et qu'on a jugé utile de partager ensemble. Voilà, donc pour cette fonctionnalité de tableau de bord, on a possibilité donc de créer exactement tout ce qu'on veut en termes de présentation, puisque si je vais par exemple revenir sur un tableau de bord qui était, le temps que je le retrouve, la préparation budgétaire, j'ai affiché donc plusieurs vignettes que j'ai sélectionnées et que j'ai présentées en les déplaçant sur la fenêtre. Donc je pourrais, pour présenter cette page-là, donc revenir sur ma feuille blanche et puis tirer des menus de droite l'ensemble des éléments que je pense adapter pour mon objectif de ROB. Alors je vais me plier à l'exercice, hein, je vais sortir quelques vignettes. Par exemple, je vais sortir la situation générale et essayer de constituer donc la fameuse partie 2 hein, que Alexis présentait tout à l'heure sur ma dette en 2021.
Donc ma situation générale, on a vu aussi qu'on allait s'attacher aux banques, donc je sors ma vignette banque qui va s'afficher par-dessus, que je déplace, et je vais constituer ainsi donc progressivement ma page qui va être finalement un tableau de bord. Alors, ma situation générale, elle, pas de problème, elle est d'office sur la date du jour et puis les deux 31-12 qui encadrent cette date. Donc le 31-12-2020, le 31-12-2021, par défaut. En revanche, ma vignette prêteur, elle, je vais avoir besoin de revenir sur ce fameux périmètre et de lui dire que je veux, en date observée, donc mon encours, au 31-12-2021, pour avoir véritablement mes données à cette date fatidique du 31-12. C'est la photo classique du ROM. Donc mon graphique par prêteur, alors souvent on nous dit oui, les graphiques c'est bien beau, on aimerait aussi avoir les données. Alors les données, vous les avez en passant la souris sur le graphique, bien évidemment, mais on peut aussi utiliser une autre fonction qui s'appelle dupliquer. Donc là, je vais reproduire exactement ce que j'ai créé sur mon graphique par prêteur, et je vais afficher cette fois-ci le tableau. Donc je vais avoir à la fois sur le même écran le graphique et le tableau. Donc là, j'ai commencé à positionner certaines vignettes, je vais continuer à en sortir d'autres. Qu'est-ce qu'on va prendre, par exemple, Alexis évoquait tout à l'heure la structure par type de taux, ça m'intéresse. Mes échéances de l'exercice, pourquoi pas, ben, j'ai un graphique tableau mensuel qui correspond à ce que je voudrais avoir. Et puis là aussi, peut-être si vous avez des emprunts structurés ou pas d'ailleurs, je vais prendre ma présentation Gisler. Quand je dis ou pas, ça peut tout à fait rassurer à la fois vos élus, vos administrés et vos financeurs que toute votre dette soit en 100% 1A. Voilà, donc je ferai évidemment sur chacune des vignettes la correction du périmètre pour aller au 31-12. Je vais pas le faire avec vous. On va gagner un petit peu de temps puisque j'ai déjà reproduit ce tableau de bord sur cette base de données. Donc je peux le générer. Et une fois présenté, donc, ça donne ceci avec l'ensemble des vignettes que j'avais présélectionnées et que j'ai en fait enregistrées préalablement. Donc ces tableaux de bord-là, on voit bien que ils sont enregistrés, ils sont personnels, je peux les partager au sein de la collectivité. Donc ça, c'est très pratique. Et puis surtout, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser exactement le même tableau de bord. Il est enregistré, il est à ma disposition. Et puis, même si je suis parti de la collectivité, que j'ai été remplacé par un collègue qui a pris la suite l'année prochaine, eh bien, il va retrouver sur le même accès parce que c'est partagé. Chez Orfeo, donc on aura créé un nouvel accès pour cette personne, eh bien, il va retrouver quand même ce tableau de bord qui a été préparé. Son travail sera déjà grandement facilité. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je reviens sur le périmètre et je change mon 31-12-2020 en 31-12-2021. J'enregistre, je valide, j'enregistre le nouveau tableau de bord avec ses valeurs modifiées. Je n'ai même pas besoin de changer le nom. Éventuellement, parce que j'ai pris la succession de quelqu'un, je veux ajouter ma petite patte personnelle et pourquoi pas, je vais ajouter une extinction en annuité que je vais caser à la place des chiffres de l'échéancier mensuel, par exemple, et puis je réenregistre, enregistrer ou enregistrer sous, pour que ça devienne désormais mon tableau de bord sur ce ROM. Ce tableau de bord, donc, c'est le mien, je l'ai partagé, et puis, eh bien, Alexis présentait tout à l'heure la liste des choses qui font partie des standards à présenter sur une présentation du ROM. Eh bien, j'ai fait la même chose sur d'autres tableaux de bord. J'ai repris, par exemple, le contexte de marché, c'est ma page 1 du ROM. J'ai repris les événements passés sur l'exercice 2020, avec les nouveaux flux, le fait d'avoir respecté mes inscriptions budgétaires avec mes crédits votés et mes dépenses en capital et en intérêt. Ma dette, je ne vais pas revenir dessus, je vais passer à la prospective. Ma prospective, eh bien, voilà, tout à l'heure, on a présenté les emprunts simulés qu'on avait formalisés pour la préparation de l'exercice. Eh bien, je retrouve ici l'ensemble de mes emprunts simulés sur mon PPI que j'ai impacté sur différentes vignettes.
J'ai choisi donc par exemple la vignette d'extinction en annuité où on distingue à la fois par un code couleur et aussi dans la légende des tableaux, eh bien, ma dette réelle et ma dette simulée. Alors, vous voyez, c'est assez simple. Alors, on fait défiler les choses assez rapidement, hein, bien sûr, mais concrètement, c'est une question qui nous a été posée la dernière fois. Combien de temps on passe à faire tout ça? Au final, la première année, c'est vrai que c'est un investissement. On prend peut-être jusqu'à 2 heures, 3 heures, une demi-journée, hein, grosso modo. On voit bien que l'année d'après, on commence à tirer les bénéfices de cette préparation et d'aller beaucoup plus vite. Alors, ces tableaux de bord, ils sont enregistrés, ils sont dynamiques, ils sont partagés. Je peux aussi, évidemment, c'est une demande qu'on a régulièrement, les imprimer. Alors, les imprimer, c'est assez simple. Hein. Là, je suis sur un navigateur Firefox, mais ça marche de la même façon sur Chrome ou d'autres navigateurs. J'ai utilisé l'option d'impression. Et l'option d'impression, elle m'affiche exactement ce que j'ai à l'écran. Alors, pour certains, pour la première fois, peut-être vous aurez un peu de mise en page à faire, mais au final, avec quelques clics, on arrive à avoir sur l'option d'impression exactement la même chose qu'on a à l'écran. On a mis beaucoup de soin à vous proposer cette fonctionnalité qui est plutôt bien aboutie et vous permettre donc d'avoir cette impression telle qu'à l'écran, soit sur papier, soit sur format PDF. Si vous sélectionnez une imprimante PDF, j'en avais imprimé un avant de commencer ce webinaire. Je vais l'apporter sur l'écran. Le voici. Voilà, donc mon tableau de bord imprimé en PDF, ça rend plutôt bien et ça sort de Perform de façon automatique. Donc, une fois que vous avez préparé tous ces éléments, eh bien, c'est relativement facile d'aller séquencer votre travail. On peut le découper en plusieurs fois. On n'est pas obligé de tout faire en une seule fois. On est parfois coupé par les collaborateurs ou par une urgence. Eh bien, on peut faire le travail en plusieurs fois. Donc, on digitalise complètement ce travail. On réutilise d'une année sur l'autre ce travail et on le partage. On travaille en collaboratif sur ces éléments. Donc ça, c'est une première façon de faire. C'est la plus évidente lorsqu'on dispose de Perform. Et puis, vous l'avez certainement reçu cette semaine. On va revenir vers vous lors de formations, de petites séquences de formation dans les prochains jours. On va vous proposer de revenir sur cette fonctionnalité de tableau de bord notamment pour vous aider à construire peut-être votre robe ou peut-être d'autres tableaux de bord de gestion plus quotidienne peut-être. Première façon de faire. La deuxième façon, et on ne vous en voudra pas, c'est de passer par autre chose. C'est de passer par autre chose, mais en utilisant aussi Perform comme support, bien évidemment. L'autre façon, c'est évidemment de partir d'un document vierge bureautique de type Word. Eh bien, là, par exemple, j'ai préparé un élément sous Word avec les grandes parties qu'on a vues ensemble précédemment, hein, la situation 2021, mes prêteurs, mes taux, le Gisler, la charge budgétaire, et puis j'en arrive à cette prospective où j'ai laissé la place dans mon document Word à la fois à du graphique, des tableaux et puis le commentaire à écrire. Et bien là, en fait, qu'est-ce que je vais faire puisque je suis sur mon tableau de bord de prospective? Je vais utiliser l'outil de capture de Windows, que vous connaissez tous, hein, il se trouve dans les outils Windows traditionnels. Là, je ne sais pas si ça se reproduit bien à l'écran, j'espère, dans cet onglet de partage. Eh bien, j'ai une vignette de copie qui s'est créée, que je vais insérer dans mon fichier Word, et je retrouve donc l'intégralité de ma présentation. J'aurais pu aussi, hein, et c'est l'avantage de cet outil de capture, ne prendre que éventuellement l'échéancier mensuel. Pour le commentaire, ben, j'appelle mon consultant préféré, Alexis Maréchal, qui va m'aider à rédiger un petit commentaire sur cette prospective, où je le fais moi-même et je suis complètement libre, évidemment, de faire ce que bon me semble. Sur la page d'après, je vais revenir sur ces ratios financiers qu'Alexis a évoqués tout à l'heure. Là aussi, j'ai préparé un tableau de bord. Alors, non pas seulement pour le besoin de cette présentation, mais parce que c'est un tableau de bord partagé dont tout le monde bénéficie et qui est mis à disposition donc, dès que vous avez un accès sur Perform. Les ratios donc, de la DGCL, qui sont repris chaque année, alors avec un petit peu de retard, d'autant plus cette année, hein, les ratios 2019 qu'on voit à l'écran ont été proposés sur le site du ministère des Comptes et de l'Action publique assez tardivement, en tout début d'année 2021. Donc on a été assez réactif et ces données sont déjà
présente depuis 3 semaines environ surperforme, ce qui vous permet donc d'avoir ces ratios à disposition à la fois pour les données de votre collectivité et puis les fameuses moyennes de strate qui permettent à vos élus de se comparer. Voilà, donc je pourrais aussi rapporter évidemment dans le document Word ces ratios financiers. Et puis Alexis disait tout à l'heure qu'on va terminer par tout simplement un petit état de dette, une liste d'emprunts sur votre présentation. Eh bien là, je me permets un petit détour toujours sur Perform, puisque là aussi c'est une question qui nous est posée régulièrement. Vous avez pas mal d'états de dette sur Perform. Je vais aller sur le menu Ma dette, budget. Et bien sûr, on va éviter de prendre des annexes budgétaires, hein, puisqu'elles seront de toute façon jointes à votre présentation du budget. Et puis, c'est un petit peu terne, un petit peu plan-plan, et pas très descriptif finalement par rapport à ce qu'on peut attendre sur cet objectif d'Europe. L'état de la dette par prêteur, il est pas mal, mais il n'est pas assez complet à mon sens. Je vais plutôt vous proposer l'état financier. Alors, je l'ai sorti en avance pour gagner un petit peu de temps. Je vais le rapatrier sur l'écran. Le voici. Donc cet état financier, bon, il est très long, mais parce qu'il est très long, il est très intéressant. Donc, il fait une quarantaine de colonnes. Bien sûr, on ne va pas tout utiliser pour les besoins du ROB. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes, ici, que j'ai reformalisé donc, sur un tableau succinct. Eh bien, ce tableau succinct, je le copie et je l'amène dans mon tableau sur Word avec un collage spécial en tant qu'image pour ne pas perdre la mise en forme. Et voilà, donc ça se case bien sur une présentation paysage sur un document Word. Voilà, j'ai pratiquement terminé mon document de ROB grâce à Perform, hein. Première méthode, vous l'avez vu, je fais tout sur Perform avec l'aide des tableaux de bord. Et puis même si ces tableaux de bord, eh bien, ça fait un petit peu trop outil, ça ne fait pas la présentation que j'aurais souhaité parce qu'on n'est pas complètement libre de faire tout ce qu'on veut. On n'a pas reproduit évidemment dans Perform, on n'est pas sur PowerPoint, on n'est pas sur Word, on n'a pas les mêmes options, mais bon, on a déjà des bons outils de présentation. Mais si vous voulez donc personnaliser les choses, eh bien, vous pouvez malgré tout faire vos tableaux de bord et puis en puiser quelques extractions pour constituer votre propre rapport. Et puis, je ne pourrais pas terminer cette présentation sans parler d'une troisième solution qui vous est offerte avec donc le menu synthèse des rapports, où là, on va avoir possibilité, pratiquement en un seul clic, d'avoir déjà un rapport tout fait. Alors, c'est la fameuse synthèse mensuelle. La synthèse mensuelle, là aussi, je vais vous en présenter une déjà sortie. La synthèse mensuelle qui est faite de façon automatique en milieu de mois à peu près. Vous avez, pour certains, déjà, puisque les mécanismes sont en train d'être mis en place pour la synthèse au 31/12/2020, votre synthèse en fin d'exercice 2020, eh bien, qui permettra d'avoir déjà un aperçu très complet de votre dette, puisque ça s'appelle synthèse, mais c'est relativement descriptif. On va avoir notamment vos prêteurs, un petit tour sur les marchés, on va avoir les structures par taux, le benchmark avec la courbe des taux et votre taux moyen, le fameux suivi budgétaire, votre extinction donc avec ou pas des emprunts simulés pour votre PPI, et puis les fameux ratios qu'on évoquait juste avant. Voilà. Donc ça, c'est le document qui permet d'être rapide sur l'exercice de ROB si nécessaire, si votre dette est relativement simple, ou si vous n'avez pas le temps, ou si ça peut suffire, hein, tout simplement, eh bien sachez que ce document, il est disponible pour tout le monde, il est généré à chaque fin de mois, et c'est assez rapide d'aller le générer, en tout cas. Si vous souhaitez, malgré tout, générer une synthèse un petit peu particulière, eh bien, sachez qu'on peut aussi, avec le menu « Générer une synthèse », reprendre donc des éléments qui vous sont un petit peu plus personnels en utilisant à nouveau la notion de périmètre si je veux me concentrer sur un budget ou faire du consolidé, si je veux faire à une date qui n'est pas le 31/12 mais peut-être une autre date, etc. Voilà. On retrouve cette fonctionnalité de périmètre sur la synthèse là aussi. Voilà donc les trois possibilités d'aller faire votre ROB. J'espère que ces trois présentations vous auront convenu. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va revenir vers vous donc, sur des formations sur les prochains jours, prochaines semaines, pour peut-être vous permettre de réaliser ce ROB dans des conditions très personnalisées.
Merci beaucoup Philippe. Tu as été très complet, nous avons été tellement complets que nous avons débordé un petit peu sur l'horaire annoncé. Pardon d'avoir grignoté quelques minutes. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées, ce qui, j'espère, peut nous laisser penser qu'en effet nous avons été clairs. Alors on aurait pu bien évidemment, on vous a présenté toute la méthode pour le ROB, mais cette méthode peut être appliquée tout autant sur tout document que vous auriez à fournir, pour un BP, pour un rapport sur la dette, pour le compte administratif, et on a exactement la même méthode. On aurait pu aussi donner quelques mots sur la dette garantie, mais le temps a tourné, puisqu'une des dernières évolutions de Perform a mis en avant la dette garantie pour avoir une meilleure vision sur les bénéficiaires, là aussi des chiffres un peu plus précis. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur la dette garantie. Il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Bref, donc avec Perform, donc vous voyez un outil qui vous rend autonome, qui assure la fiabilité des données, qui permet de ressortir les informations les plus pertinentes pour votre gestion de la dette. Et puis, bien évidemment, en complément, en appui, toute l'équipe des consultants, je les ai cités tout à l'heure, donc Valérie Lejeune, que directrice de mission également, et puis Dominique, Jérémy, Tristan, sans oublier Bernard Andrieux. Et puis, à cette équipe, j'ajoute aussi Baptiste, notre ingénieur en finance de marché, et Alexandre, qui vous envoie notamment tous les messages pour ces webinaires, qui assure chez nous aussi toute la veille documentaire, qui est très précieuse pour assurer au mieux nos missions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On vous retrouve très vite. Vous avez dû recevoir hier un message pour cette fameuse formation, cet état des lieux sur Perform, donc 1 heure avec l'équipe des consultants pour faire le point sur votre utilisation de Perform, pour nous assurer que l'ensemble des utilisateurs de la collectivité ont bien des accès, pour nous assurer avec vous que Perform répond à vos besoins, construire ensemble les tableaux de bord. Donc vraiment 1 heure dédiée, offerte, pour que l'on puisse pleinement et que vous puissiez pleinement utiliser toutes les fonctionnalités offertes par Perform. 12:01. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Merci Philippe. Et puis, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez. Bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.